Donc là, avant de vous en dire plus sur la famille, j'ai trouvé très important de vous montrer cette vidéo. C'est un travail de recoupement de tout ce qui va pas dans cette affaire, mais absolument tout ce qui va pas depuis le début. Bon, évidemment, je me suis également posé la question là pour ce travail de recoupement et j'ai essayé d'y répondre. Pourquoi le jogging de Cédric Daval n'a jamais été exploité? Cet élément n'a jamais été exploité. C'est quand même juste le scénario qui a été donné à la police. Hein. À la base, ça parle de quelqu'un qui est parti pour faire un footing, qui est jamais rentré et qu'on a découvert mort. Cet élément donc du jogging de Cédric Daval n'a jamais été exploité et au bout d'un an, ça pose question quand même. Donc j'ai fait ce travail de recoupement que je vais vous montrer là maintenant. Vous allez voir comme c'est très grave, très grave ce qui se passe. Je prends le risque ici, on va être clair, hein. Moi demain, ils vont me tomber dessus. Mais quelque part, faut que ça soit dénoncé. Faut que ça soit dénoncé parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, je vous montre ce travail de recoupement. Je fais aussi un travail d'analyse parce qu'encore une fois, après un an que Cédric Daval n'ait jamais été inquiété, qu'on n'ait jamais recherché ses ADN, alors que aller chercher les ADN de Yannick Chevalier, hein, ça avait absolument rien à voir. Hein. C'est juste incroyable. Donc, je vous propose de regarder tout de suite ce travail de recoupement que j'ai pu faire après un an. Un an aussi d'analyse et de recul sur la situation et aussi en connaissant le profil de l'entourage. Voilà, parce que ça, je vous montrerai donc après, mais pour faire l'analyse que vous allez voir maintenant, bien sûr que ça rentre en compte aussi ce que je sais moi et que vous ne savez pas encore. Mais c'est très important de regarder, vous allez découvrir à quel point déjà la presse n'enquête pas. Alors c'est très grave, hein, parce que ça, on a déjà vu ce que ça donnait. Hein. Je vais vous renvoyer sur l'affaire d'Outreau, où en fait tous les journalistes qui avaient couvert l'affaire Outreau, il n'y en avait pas un qui avait lu quand même le dossier d'instruction. Énorme. Ben, c'est sûr, hein, parce que ça prend du temps, et puis que quand on veut aller chercher juste un petit sonore ou une petite phrase choc pour sortir quelque chose le plus vite possible, bah on n'a pas le temps de lire, de recouper l'information, d'enquêter et de vérifier. Ça c'est sûr. Donc vous allez voir là dans cette vidéo comme c'est absolument n'importe quoi de la part des médias, mais aussi des enquêteurs. Alors là, avant de vous en dire plus sur la sœur d'Alexia, je vais tout de suite faire un point sur quelque chose qui m'avait troublé à l'époque, dans le déroulement des faits. Il y avait plusieurs choses en fait. La première chose, c'est qu'on va se rappeler que le jour donc où on a appris cette affaire, on va dire à travers les médias, c'était le dimanche, hein, donc le lendemain de la disparition d'Alexia avec BFM TV. Bon, je voulais juste faire un point sur le fait qu'à ce moment-là, avant qu'on retrouve le corps d'Alexia, nous n'avons jamais vu Jonathan Daval, alors que c'était lui qui avait soi-disant vu sa femme en dernier. Parce que dans ce genre d'affaires, le seul témoin intéressant, hein, c'est la dernière personne qui a vu la disparue. Hein, on l'a jamais vu face caméra avec la famille avant qu'on retrouve le corps. Alors ça c'est interpellant parce qu'aujourd'hui on comprend à travers d'ailleurs les images, les seules images que l'on a de lui quand il s'exprime, c'est à travers cette conférence de presse où il lit un texte. Hein, il lit un texte, c'est très intéressant aussi parce que on ne le verra jamais s'exprimer de manière spontanée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la seule fois là où il va s'exprimer et il lit un texte. Donc, ce qu'on comprend là quand il lit ce texte, c'est que c'est la seule personne, vous regarderez, qui a de l'émotion, vraiment, hein, qui, franchement, on peut le dire, est vraiment, il tient presque pas debout, hein, il est vraiment dans l'émotion. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait. Donc on comprend qu'en fait, les 4 jours avant ce passage-là, il devait être dans le même état. Hein, parce que s'il savait dès le samedi que sa femme elle était déjà morte, vu comme on voit comme il est effondré 4 jours après, je peux vous dire honnêtement que je pense
je pense, aujourd'hui, que si on ne l'a pas vu pendant ces 4 jours, notamment témoigné le lendemain avec BFM TV, moi je comprends, en tout cas, je vais parler en mon nom, qu'il devait être effondré, et que quelque part, on a maîtrisé sa communication à ce jeune homme depuis le départ, parce qu'on ne l'a jamais vu. Il s'est exprimé qu'une seule fois, à travers une conférence de presse, où il a lu un texte, et après, on ne sait donc même pas si c'est lui qui a écrit ce texte ou non, et après, il y aura que son avocat qui prendra la parole pour lui, alors que lui, visiblement, il ne voulait pas s'exprimer dans la presse. Ça, c'est très bizarre aussi. Si ton client ne veut pas intervenir dans les médias, pourquoi son avocat a multiplié autant de déclarations dans la presse? Déclarations d'ailleurs parfois mensongères, où il ne s'est même pas expliqué par rapport à ça. Je vais parler pour l'avocat, en disant juste « Oh bah BFM aussi a menti ». Ça c'était par rapport aux rumeurs de la dispute, où il a quand même multiplié les déclarations dans la presse pour dire non, ce sont des rumeurs, mon client est touché par ces rumeurs de dispute, donc la veille. Il n'en pense rien, il est complètement atterré, consterné qu'il puisse y avoir des rumeurs sur lui. Il adorait son épouse, c'était un jeune couple très proche, qui n'avait pas de difficultés particulières. Il ne comprend pas. La rumeur fait état d'une dispute qui aurait eu lieu la veille. J'ai eu des éléments d'information par rapport à cette rumeur de dispute et les causes de cette dispute. Je peux vous assurer qu'il n'en est strictement rien. Voilà. Je ne dirai pas pourquoi je le sais, mais j'ai notamment parlé avec la famille d'Alexia et je peux vous assurer que cette rumeur est complètement ridicule. Ce qui est quand même relativement énorme, il y a bien eu une dispute, c'est énorme. Et cet avocat s'est justifié en disant « bah j'ai menti, mais BFM aussi ». C'est juste incroyable. Moi, j'ai envie de faire un point là-dessus, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a voulu maîtriser la communication de Jonathan Daval dès le départ, mais je vais dire, la famille a participé à ce contrôle dans la communication. Il n'y a que qui sont exprimés dans la presse, et Jonathan, lui, il ne s'est jamais exprimé, que lors de cette conférence de presse. Parce que moi, je comprends aujourd'hui que visiblement, on a voulu le mettre à l'écart, parce que, vous le voyez bien, là, c'est quand même le seul qui a de l'émotion, qui pleure. Donc on peut comprendre et déduire que 4 jours avant, il ne s'est pas exprimé, parce que, visiblement, il devait être dans le même état. C'était juste pour dire que je vais trouver ça bizarre, donc, qu'on ne voit jamais Jonathan Daval avant, donc on retrouve le corps, qu'il ne s'est jamais exprimé de manière spontanée et qu'après son avocat a multiplié les déclarations et en plus des fausses déclarations, ça a plutôt plombé son client plus qu'autre chose. Parce que ce qui est énorme, là on n'en parle plus, mais ce fameux matin quand il se serait déplacé, je vais mettre le conditionnel, parce que on l'a bien entendu dans les déclarations aussi de Maître Florent, il a appelé les gendarmes. Alors il a appelé, ou il s'est déplacé, ou les deux, comment ça s'est passé Mais en tout cas, tout ce que je me rappelle à l'époque des faits, c'est que, en tout cas, il avait déclaré visiblement aux policiers qu'il y avait eu une dispute la veille. Moi, c'est ce qui m'avait d'ailleurs interpellé parce que les policiers prennent en compte une disparition inquiétante aussi vite, alors que quelqu'un vient de dire « Je viens de me disputer avec ma femme, elle n'est pas rentrée finalement là ce matin depuis 2 heures ». Je vais vous dire, on fait le test demain. À la moitié, j'ai même envie de dire tout le monde. On va se faire jeter par les policiers. Donc déjà, j'avais trouvé ça relativement étrange, mais c'est surtout que je me rappelle très bien qu'il avait déclaré même que les policiers avaient constaté qu'il avait des bleus, des marques sur le corps. Alors, ce qui est énorme, parce qu'on n'en parle plus. Son frère leur dira plus tard que le lendemain, ils avaient constaté qu'il avait des bleus, effectivement. Alors, je suis désolée, mais ça collait pas du tout avec, dès le départ, avec la piste de l'enlèvement, et visiblement, Jonathan, lui, il a dit qu'il y avait eu une dispute, et qu'il a montré qu'il avait eu des bleus. Donc moi, je voudrais savoir, en fait, quand il a menti. Parce que non seulement il a parlé de la dispute, mais c'est surtout qu'il en a parlé tout de suite, de cette dispute. Il n'a pas attendu 150 ans, Et donc, elle s'avère être vraie, cette dispute. Mais c'est son avocat qui est venu démentir qu'il n'y en avait pas. C'est énorme. Est-ce que Jonathan Daval a même validé cette stratégie de communication? Surtout qu'en plus, il vient quand même démentir qu'il n'y a pas eu de dispute, que c'est une rumeur, 15 jours après que son client ait déjà déclaré qu'il y avait eu une dispute. Et il se base sur les propos de la famille. Par rapport à cette rumeur de dispute et les causes de cette dispute, je peux vous assurer qu'il n'en est strictement rien. Voilà.
Je ne dirai pas pourquoi je le sais, mais j'ai notamment parlé avec la famille d'Alexia et je peux vous assurer que cette rumeur est complètement ridicule. Il représente même pas la famille. J'ai jamais vu ça. Alors, ce qui est énorme quand même, on va noter qu'il dément, qu'il y a eu une dispute, et vu qu'il se base sur les propos de la famille, cette dispute donc, la rumeur de cette dispute, on comprend là que c'était le lieu, c'était bien chez la famille. Parce que la famille, elle va pas venir démentir une dispute qui aurait eu lieu au domicile conjugal. Parce qu'elle n'était pas là, donc elle peut pas voir. Et à travers ces propos, on comprend que la dispute, donc qu'il a déclarée aux policiers, c'était en plus chez la belle famille. C'est visiblement incroyable, là. Donc on a vraiment l'impression que Jonathan Daval a été mis à l'écart volontairement par la famille, pour le maîtriser, pour maîtriser, oui, son discours. Et ce qui est grave, c'est que dans cette maîtrise de communication, finalement, derrière ce qui ressort, c'est que Jonathan, c'est un menteur. Alors que quand on regarde, visiblement, il a pas menti. En tout cas, sur la dispute. Une autre parenthèse, le témoignage qu'on aura à travers l'avocat d'ailleurs, aussi par les médias, mais de son employeur, qui déclare que ce samedi matin, il l'a vu à 10h45, souriant et heureux, j'ai envie de dire, comme d'habitude, on a du mal à l'imaginer, vu comme il est, 4 jours après, surtout s'il sait que sa femme, elle est déjà morte. Je n'ai pas interrogé un mari victime de la mort de son épouse. C'est pas mon travail, c'est sans objet. Mais comme vous, j'entends et je regarde les choses. Et j'ai vu notamment, ça ne vient pas de moi, mais qu'il était paru dans la presse, une information sur laquelle Jonathan avait rencontré son employeur, notamment à 10h45 le samedi matin. Et que son employeur avait précisé qu'il était souriant comme d'habitude et qu'il n'y avait rien de spécial. Donc je me demande aujourd'hui si le témoignage de l'employeur n'est pas un faux témoignage. Parce qu'il y a quelque chose qui colle pas, c'est que déjà donc il dit qu'il a vu Jonathan Daval souriant comme d'habitude, on a vraiment du mal à l'imaginer, et ça ne colle pas non plus avec les déclarations de sa mère, à Jonathan, qui déclare quand même qu'elle l'a vu le matin, donc avant l'employeur, et qu'il était déjà inquiet. On se rappelle, Bon, c'est aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que ça vient de BFM TV, Mais bon, on l'entend pas là dans le témoignage le dire par elle-même, sa mère là. Mais en tout cas, si c'est vrai qu'elle a dit aux enquêteurs que le matin il était déjà inquiet quand il est passé, donc on a du mal à imaginer qu'un peu plus tard, donc 2 heures après, il était souriant. Et là on le voit bien comme il est effondré ce jeune homme, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser ce jeune homme. On le voit, c'est quand même juste le seul effondré. Donc on peut comprendre que le samedi matin, il était dans le même état. Voilà. C'est d'ailleurs à mon avis pour ça qu'on l'a pas vu, Jonathan Daval. Donc je pense qu'il est tout à fait possible que l'employeur ait fait un faux témoignage, parce que encore une fois, en plus du fait qu'on a du mal à imaginer que Jonathan était souriant comme d'habitude ce matin-là, je suis désolée, ce créneau de 10h45, on a vraiment l'impression qu'on lui a donné, on lui a mis dans la bouche à l'employeur, là, le créneau de 10h45. Parce que déjà, c'est difficile de se souvenir d'une heure, il aurait pu expliquer comment il s'est souvenu de cette heure de 10h45. Ce créneau horaire, ça converge vers le fait que c'est pas un hasard que ça soit exactement le même créneau que la publication de Cédric Daval. Alors, lorsque je vous disais que Jonathan Daval avait peut-être eu l'idée de ce scénario du jogging quand il avait vu les publications de son frère à 10h45, en fait, je me rends compte aujourd'hui, finalement, Jonathan Daval, on peut le voir sur son profil Facebook, mais il n'a pas beaucoup d'activité. Voilà, il n'y a pas d'activité depuis 2015. Alors peut-être qu'il en a de manière privée, mais ça ne se voit pas. Les 2 seules personnes qui avaient de l'activité sur les réseaux sociaux à ce moment-là, c'est donc Stéphanie et Cédric Daval. Moi, j'ai envie de me poser la question aujourd'hui, est-ce que finalement ce n'est pas Stéphanie qui a eu l'idée de mettre en place ce scénario du
footing et du jogging à partir du moment où elle a vu que Cédric Daval en avait fait un. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé le corps d'Alexia où Cédric Daval avait fait ce jogging. Et j'ai envie de vous dire, imaginez le moyen de pression qu'ils ont après sur Jonathan aussi. Parce que c'est énorme, lui, il est coincé. Imaginons qu'il ne suit pas le scénario donné, et ben peut-être que là, il y avait le moyen de le mettre en pression avec son frère qui avait fait ce jogging, justement. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, et c'est terrible, c'est que peut-être, en fait, le scénario qui a été décidé du footing, il s'est fait à partir de 10h45, à partir du moment où Stéphanie a vu cette publication de Cédric Daval. Si vraiment Jonathan, là, n'a pas d'activité sur Facebook, imaginons qu'il y aille jamais, il y a des gens qui y vont rarement, mais donc, imaginons quand même que le matin, quand il va voir les policiers à 12h25, qu'il a peut-être même pas vu que son frère en avait réalisé un de footing, il le savait même pas, Donc le piège s'était déjà refermé sur lui, j'ai envie de dire, en acceptant ce scénario d'aller déclarer à la police qu'elle est partie faire un jogging alors que c'était faux. Bon, mais peut-être que lui, il a juste suivi ce qui avait été décidé en amont, mais par tout le monde. Et ce qui est triste, c'est que peut-être que Jonathan, à 12h25, quand il va voir les policiers ou qu'il les appelle pour dire ma femme a disparu, elle a fait un jogging, il avait donc peut-être même pas vu que son frère en avait fait un, et le piège s'était déjà refermé sur lui, parce que plus tard, on va retrouver quand même le corps, là où Cédric Daval a fait le jogging, c'est quand même juste lui, normalement, je le répète, qui aurait dû être le premier suspect. Voilà, parce que tout le monde a vu ce jour-là qu'il avait fait un jogging. Et donc, imaginons qu'une fois qu'il avait commencé à suivre ce scénario du jogging, Jonathan découvre par la suite que son frère en avait vraiment fait un. Imaginons qu'il ait tout de suite vu qu'il était coincé. Parce que c'était soit finalement, peut-être que la famille Fouillot s'est servi de ça pour le mettre en pression et lui dire c'est soit tu suis le scénario, soit ça sera ton frère. Voilà, parce qu'ils étaient conscients que lui, avec ses publications Facebook de footing, ça aurait dû être d'ailleurs le premier suspect impliqué, et que finalement, il est coincé. Ils avaient un moyen de pression énorme, ce qui peut d'ailleurs peut-être expliquer aujourd'hui pourquoi justement Cédric Daval n'a jamais été inquiété. C'est quand même juste énorme, parce que peut-être qu'indirectement c'est la mairie qui tire les ficelles de cette enquête. Du coup, le scénario derrière que son employeur l'ait vu à 10h45, il colle parfaitement avec peut-être l'idée d'un faux témoignage, puisqu'encore une fois, je le rappelle, c'est un commerce, peut-être que la mairie avait le moyen là de le mettre en pression aussi, on ne sait pas, parce que ce créneau 10h45, moi, il me trouble. C'est quand même un hasard qui est troublant. On a vraiment l'impression aujourd'hui que ce créneau a été mis dans la bouche de l'employeur. Et encore une fois, au regard de ces images, on a du mal à imaginer que quelques jours avant, qu'il soit souriant et heureux comme d'habitude. Surtout s'il sait que sa femme, elle est déjà morte. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Donc, voilà. Alors, est-ce que ce commerçant a réellement vu Jonathan Daval ce matin-là? J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. C'est quand même énorme comme moyen de pression, je m'en rends compte aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être exactement pour ça que la seule personne qui parlera de Velay, c'est Stéphanie Échelon. C'est le message qu'elle a publié donc le jour de la disparition de sa sœur. On peut bien voir, diffusé à 15h51. Elle parle donc de Velay. Elle dit que sa sœur est partie courir sur Grès-la-Ville-Velay. Et bizarrement, si on regarde bien, l'itinéraire qu'elle donne, en fait, c'est exactement le parcours du jogging de Cédric Daval. Donc c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, ce n'est pas le parcours qu'a donné Jonathan Daval. Lui, il dit qu'elle est partie sur le secteur de Mantoche. Ça, on le vérifie avec la publication des gendarmes. Donc à ce moment-là, c'est vraiment intéressant de voir que c'est elle qui parle de Velay. Là, on va retrouver le corps de sa sœur 2 jours plus tard. Donc imaginons là même à 16h, que Jonathan Daval n'ait même pas encore regardé les réseaux sociaux. Imaginons, Parce que bon, il sait en plus peut-être que sa femme est déjà morte, donc il est effondré. Là, en tout cas, le fait que Stéphanie Échelon donne un parcours différent de Jonathan, parle de Velay, donne exactement le parcours réalisé par le frère de Jonathan,
Moi, je le vois peut-être aujourd'hui comme un moyen, là, de le mettre en pression, vu que lui, il est allé déclarer le matin qu'elle est partie faire un jogging. C'est un moyen de le mettre en pression et peut-être de le tenir pour qu'il suive le scénario, le premier scénario qui, à mon avis, était la piste de l'enlèvement. On le voit bien. Hein, c'était la piste donc de l'enlèvement du rôdeur. Bon, alors, cette hypothèse, hein, donc Cédric Daval, finalement, quelque part, est peut-être victime de sa publication Facebook de jogging, qu'on l'a utilisé derrière pour mettre en pression son frère, et que le scénario, finalement, vraiment du jogging, il a vraiment pris forme, je parle, pour aller d'ailleurs déposer le corps, hein, à partir de 10h45, on pourrait le vérifier. Il suffirait de voir, enfin oui, à quelle heure le texto a été envoyé, s'il y a vraiment eu un texto d'envoyé, hein, parce que bon... Mais en tout cas, si elle est morte avant, on comprend qu'à 9h15, donc c'est pas elle qui envoie le texto, que Cédric Daval, il commence son jogging à 9h30, 9h42 précisément. Donc 9h42, bon ben clairement, là ça voudrait dire quand même que Cédric Daval, il est dans le coup. Et là on en revient à cette première explication que je vous donnais, que lui il a peut-être fait les scénarios pour voir le temps qu'il faudrait donner pour aller déclarer derrière la disparition. Et qu'il a peut-être aidé dans la crémation du corps. Voilà. Il a aidé son frère. Quelque part. Parce qu'on l'a mis au courant. Peut-être que d'ailleurs le matin quand il est passé voir sa mère, Jonathan, il a mis au courant sa famille. Hein, de ce qui s'était passé. Donc après, ben ils ont scellé un pacte familial. Tous, tout le monde. Peut-être. En tout cas, ce texto a-t-il été envoyé à 9h15 ? Ça, faudrait le vérifier. Alors, Stéphanie Échelon devrait capturer une photo de ce message pour le mettre. Parce que ça voudrait dire finalement quelque part que Cédric Daval, lui, c'est pas une victime. Enfin, en même temps, tout ça, si bien évidemment, Alexia Daval est morte la veille. Hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, on le sait même pas. Mais si elle est morte la veille, qu'à 9h15 du matin, la sœur reçoit un message pour dire je pars faire un footing qu'elle fera jamais, vu qu'elle était déjà morte la veille, et que c'est Cédric Daval qui fait ce footing, hein, là où on va retrouver le corps, voilà, c'est clair que lui il est suspect, et que peut-être que Jonathan a monté ce scénario avec son frère, mais il y a quelque chose d'interpellant, c'est que, moi je pense aussi que la famille Fouillot sait quelque chose, puisque, encore une fois, le fait que Stéphanie parle de Velay, finalement, de ce jour-là, pareil, c'est très troublant qu'elle parle de Velay. Là, on va retrouver son corps 2 jours plus tard. Et je me rappelle au départ que lorsqu'on avait retrouvé son corps, les premiers articles disaient que c'était étrange parce que c'était pas son parcours habituel. Et on pouvait le vérifier d'ailleurs avec ce secteur de Mantoche qui avait été donné par Jonathan Daval. Donc, si c'est pas son secteur habituel, comment Stéphanie Échelon, 2 jours avant à 16h, peut parler de Velay? Voilà. Donc ça colle aussi là avec le fait qu'elle a peut-être voulu soit orienter l'enquête sur Cédric Daval parce qu'elle avait vu sa publication, ou tenir Jonathan. Bon, au bout d'1 an, on voit quand même que donc cette information du jogging de Cédric Daval, hein, ce jogging de Cédric Daval finalement n'a servi qu'à mettre en pression Jonathan. On le voit là, hein, parce que le fait qu'elle parle de Velay, alors que c'est pas le parcours d'Alexia, hein, ça montre vraiment qu'elle a voulu orienter l'enquête sur Cédric Daval, et ça a permis de tenir Jonathan. Et on le voit bien vu qu'il n'a jamais été inquiété, Cédric Daval. Parce que indirectement, oui, c'est la mairie. Hein, la belle-mère est conseillère municipale, je le rappelle. Hein, c'est donc la mairie qui doit indirectement tirer les ficelles de cette enquête. Et je pense que c'est exactement pour ça qu'il n'a jamais été inquiété. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que la famille Fouillot c'est quelque chose, hein, donc par rapport à cette publication. Mais aussi, ils ont recherché les analyses ADN de Yannick Chevalier, alors que ça n'avait absolument rien à voir. Donc on comprend que la famille Fouillot, hein, est au courant de beaucoup de choses.
et qu'elle n'est visiblement pas toute blanche, j'ai envie de dire, dans cette affaire. Bon, y a quelque chose aussi d'assez interpellant, c'est que, et qui colle pas vraiment en fait, c'est que la mère, donc, qui est conseillère municipale, hein, ce n'est pas elle qui appelle la police le jour où sa fille a disparu. Hein, c'est un peu bizarre, parce que donc, bon, on peut comprendre que là, c'est un peu étrange qu'elle ne fasse pas jouer, entre guillemets, ses relations. Pourquoi c'est Jonathan, hein, qui irait finalement déclarer cette disparition aux policiers, alors que la belle-mère est conseillère municipale? Je vais dire que moi, demain, hein, mon enfant a disparu, je suis conseillère municipale, c'est moi, hein, qui appelle les policiers. Donc ça paraît très troublant qu'une mère, qui est conseillère municipale, ne fasse pas jouer ses propres relations pour sa propre fille. Donc peut-être que là, le fait que ça soit Jonathan, hein, qui a appelé les policiers ou qui y soit allé, ça faisait partie du scénario. Alors, ce qui est quand même juste assez exceptionnel, c'est que là, finalement, on est allé chercher Jonathan, hein, donc le 29 janvier 2018, parce que ça fait partie des 4 éléments accablants, hein. C'est le premier à avoir donné l'alerte, hein. Donc ça, c'est les journalistes qui nous le disent. Ça vient de l'avocat de Jonathan Daval. C'est le premier à avoir donné l'alerte, donc ça, c'est suspect. Maître Florent nous a dit qu'il avait appelé les gendarmes et qu'après, il y serait allé. Et là, au mois de mars 2018, donc 3 mois après qu'on soit allé chercher Jonathan Daval, il y a Grégory Gay, hein, qu'on n'avait presque jamais vu, hein, on n'a jamais vu. Hein, le jour de la disparition, on l'a pas vu, comme Jonathan Daval d'ailleurs, qui nous apprend quoi? Qu'il est allé à la police avec Jonathan Daval. C'est lui qui l'a emmené voir les policiers. C'est assez exceptionnel, donc il n'est pas le premier à avoir donné l'alerte, il y est allé avec Grégory Gay qui l'a emmené. Il est arrivé ce samedi matin pour s'inquiéter de l'absence d'Alexia. Elle n'était toujours pas là. Vous avez été surprise? Effectivement, il est arrivé à la maison vers 11h, 11h15, en pleurs, en nous disant qu'il était arrivé quelque chose à Alexia, qu'elle n'était pas rentrée et il était déjà en pleurs. Donc, parti depuis 9h15, je lui ai dit que c'était pas possible, que 2 heures après, elle avait dû rencontrer quelqu'un en chemin et qu'elle devait discuter avec et qu'elle allait arriver. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle arrive. Mais lui, il était déjà en pleurs. Donc, vu ça, il est parti avec... moi, je l'ai attrapé, on est monté dans ma voiture et puis on est parti à la recherche d'Alexia. Et voilà, on a commencé à tourner un petit peu là où elle aurait dû courir, à regarder dans les fossés, voilà, si on trouvait quelque chose. On est retourné chez lui. Et en arrivant chez lui, je suis resté en bas et je l'ai laissé monter. Je l'ai entendu appeler Alexia. Il est redescendu en pleurant. Et il y a sa mère et son frère qui sont arrivés au même moment. On a échangé 2 mots. Et puis après, je lui ai dit, écoute, on va aller aux urgences. Alors je l'emmène aux urgences. Il n'y a personne. Enfin, il n'y avait rien. Et puis à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, maintenant on va à la gendarmerie. Donc c'est pour ça qu'on arrive après à 12h à la gendarmerie. Et les gendarmes nous prennent tout de suite au sérieux. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise, vous savez, elle est majeure et vaccinée, hein, elle est grande, ça fait que 3 heures, c'est pas la peine de vous inquiéter, quoi. Mais ils ont tout de suite parlé d'appeler les chiens, ils ont tout de suite dit, on prend ça au sérieux, quoi. J'ai été étonné, mais bon, après c'est là que ça a commencé. Ouais. Et ses parents nous ont dit, là, dans cette même séquence, qu'il était en pleurs, Jonathan Daval, quand il est passé les voir depuis 11h10, on est précis. 11h10 qu'il était en pleurs. Ça démontre à quel point, déjà, que l'employeur a fait un faux témoignage, hein, en disant qu'en fait, un quart d'heure avant, il l'a vu souriant et heureux comme d'habitude, puisque là, chez les beaux-parents, 10 minutes après, il est en pleurs. Et on se rappelle que sa mère avait dit qu'il était déjà inquiet à 9h du matin, 9h30. Donc tout ce petit monde est en train de nous mentir, c'est juste assez exceptionnel.
Donc c'est Grégory Gay qui a emmené Jonathan Daval voir les policiers, qui étaient donc en pleurs depuis le matin. Moi je pense que finalement il était en pleurs depuis la veille, depuis que sa femme est morte, puisqu'il s'est jamais arrêté de pleurer depuis. Donc ce qui est relativement énorme, si on les écoute, on peut reconstituer en fait cette fameuse journée du 28 octobre 2017. Visiblement, le matin, il y a Jonathan Daval. Bon, ça va prendre avec des pincettes encore une fois, hein, parce que même si le déplacement du véhicule de Jonathan Daval est du matin, hein, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas qui était au volant. Hein. Bon, mais on va suivre ce qu'ils nous disent. Il arrive chez sa mère, hein, Jonathan, où il y a son frère. Il est, on nous dit, à peu près 9h, 9h15. Pile poil là, on va envoyer le texto, hein, à partir du portable d'Alexia. Alors, mais bon, encore faut-il vérifier que ce texto a bien été envoyé à cette heure-là, parce que personne ne l'a vu, ce texto, personne n'a vérifié. Hein, il faudrait qu'il y ait une capture d'écran de ce texto et même du relevé de téléphone. Bon, alors, à 9h, donc là, Jonathan est encore chez sa mère, avec son frère. À 9h42, vous avez Cédric Daval qui part faire le jogging, qui va être le scénario donné à la police 2 heures après. Hein. Il part donc faire ce jogging. À 10h45, il publie ses photos sur Facebook. Ce qui d'ailleurs, aujourd'hui, je comprends avec Cédric Daval, pourquoi il parle pas, il dit rien, parce que finalement, il doit être dans le coup. Hein. Et moi, je pense qu'il a fait ce scénario là pour voir le temps qu'il faudrait qu'il donne derrière aux enquêteurs, pour que ça soit cohérent. Bon, alors il fait le jogging à 10h45, ça lui constitue un alibi parce que par le plus grand des hasards, il en fait tous les week-ends des footings, on le voyait avant qu'il efface ses derniers messages. On voit, il en fait souvent. Donc, après, ce qu'on comprend quand même, c'est relativement énorme, hein. Donc Jonathan, après, il serait allé voir ses beaux-parents, enfin son employeur, entre-temps, que je pense qu'il n'y a pas été, hein, parce que là, il est donc, on ne sait pas hein, ce qu'a fait Jonathan pendant cette fourchette, ce créneau de 9h, 9h15 et 10h45, s'il est encore chez sa mère, parce que finalement, donc après, on sait qu'il arrive vers 11h, enfin, apparemment à 10h45, il était chez son employeur, hein, ce qui, à mon avis, est faux. Il est chez les beaux-parents, après, où il est en pleurs. Hein. Après, donc, vous avez Grégory Gay qui le prend, qui le ramène chez lui. Donc, il doit être allé 11h30. Que là, il y a Cédric Daval et la mère qui arrivent. C'est incroyable. Ils sont tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux, Cédric et Daval et Martine Cusset. Qu'est-ce qu'ils font là pendant ce moment où ils arrivent juste après le jogging de Cédric Daval chez Jonathan. Ils se retrouvent tous ensemble avec Grégory Gay. Peut-être pour leur dire que là, l'horaire qu'il faudrait donner aux policiers, le créneau horaire, et attendre jusqu'à midi 25 pour que ça soit cohérent. D'ailleurs, hein, moi je pense que c'est tout à fait possible que ça soit lui qui a envoyé le texto à partir du portable d'Alexia. Parce qu'on le voit bien là sur sa photo de publication de Running, cette photo-là, c'est une photo prise d'un téléphone. On le voit, il y a le téléphone, si vous voulez, en entier. Pour ceux qui ont un iPhone, vous faites l'essai, vous prenez un autre téléphone et vous prenez en photo votre iPhone. Vous aurez votre opérateur, l'heure, la batterie, et puis... alors, ce qui est intéressant, c'est que justement au niveau des sigles, ici, hein, on peut voir qu'il y a la fonction Bluetooth qui est activée. Voilà, la fonction Bluetooth. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que Cédric Daval, il est pris, donc il envoie le texto avec le portable d'Alexia, hein, il prend ses photos peut-être avec le téléphone d'Alexia, en tout cas la photo de sa publication de Running, parce que on voit bien que là, il a eu besoin d'un autre appareil pour prendre cette photo de l'application là.
vu qu'elle téléphone en entier. Donc, il prend la photo avec le téléphone d'Alexia, peut-être. Il se l'envoie en partage Bluetooth. Et d'ailleurs, c'est peut-être exactement ce qu'ils vont faire quand ils retournent juste après le jogging de Cédric Daval au domicile de Jonathan, où il se rencontre avec Grégory Gay et Jonathan, et que Jonathan monte chez lui, c'est pour replacer le téléphone d'Alexia, peut-être, avant d'aller déclarer la disparition. Voilà, donc ça serait vraiment très intéressant que les policiers nous disent où le téléphone d'Alexia a borné pour ce texto, s'il a vraiment eu lieu. Moi je dis qu'il y a de grandes chances qu'il ait borné en plein là où Cédric Daval a fait ce jogging. Alors peut-être qu'il l'a désactivé, le portable d'Alexia. Ça c'est aussi possible, tu peux le mettre en avion et faire des photos quand même. Alors il faudrait voir si tu peux le partager en Bluetooth, mais je pense que tu es peut-être obligé d'activer ton téléphone pour le partager en Bluetooth. Alors on ne sait pas si Alexia, son corps, a déjà été déposé la nuit quelque part, comme je vous l'ai dit. Mais là, en tout cas, vous avez quand même Grégory Gay, qui part chercher un petit peu, alors on nous dit, dans son parcours habituel, ils vont chercher un petit peu, ils font devant, donc apparemment, les urgences de Gray, et après, ils vont chez les policiers. Donc midi, les policiers nous disent que c'est midi 25 où ils arrivent, et qu'ils prennent tout de suite en compte la disparition inquiétante. Donc en fait, c'est assez intéressant comment ça s'est passé. On peut déjà reconstituer quand même une partie des faits. Bon, parce que ce qui est quand même particulièrement intéressant dans cette déclaration publiée par les policiers, ce jour-là, donc quand la famille, donc visiblement, donc quand Grégory Gay est sur place à la gendarmerie avec Jonathan, c'était à midi 25, et les policiers, en fait, ils vont publier, en fait, cette disparition à 15h51, précisément. Et là, à cette heure-là, précisément, les policiers disent que Marie s'est rendue à midi 25 à la gendarmerie pour déclarer les faits. C'est bizarre, ils font cette précision, alors que bon, dans une alerte de disparition, que le mari soit venu déclarer à midi et demi, pourquoi pas, cette disparition, mais pourquoi le préciser? Parce qu'en fait, ça insinue là qu'il était tout seul. Il ne parle pas de Grégory Gay. Donc c'est juste incroyable, parce qu'on a l'impression qu'à 16h, les policiers, ils insinuent en fait que Jonathan, il est venu seul. Alors que, visiblement, si on écoute son beau-frère, ils étaient tous les deux. Alors ce qui est juste incroyable à travers cette déclaration de Grégory Gay, on comprend quand même que quand il arrive chez les beaux-parents, donc moi je pense que c'est possible que ça soit tout de suite après qu'il soit sorti de chez sa mère, mais quand il arrive chez les beaux-parents, donc on comprend quand même que juste entre la fourchette, on va dire 11h, midi et demi, Jonathan il est dans la voiture de Grégory Gay. Donc en fait, Jonathan, il arrive chez ses beaux-parents avec sa voiture, visiblement, si on les écoute, il laisse sa voiture là-bas, il est 10h moins le quart, 11h, on peut le dire, et il repart avec Grégory Gay sans sa voiture. Donc en fait, il y a eu 2 heures, plus de 2 heures, jusqu'à temps finalement qu'ils sortent des policiers. Après, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait, s'il l'a ramené chez lui. Mais en fait, Jonathan n'avait donc pas son véhicule le matin. Donc en fait, il a été laissé chez les beaux-parents, le véhicule. Donc n'importe qui a pu aller déposer le corps le matin avec la voiture de Jonathan entre 10h moins le quart, comme par hasard, juste après le footing de Cédric Daval. Donc c'est juste incroyable, on comprend que la voiture de Jonathan, elle est restée chez les beaux-parents pendant le créneau où ils sont allés déclarer la disparition et faire des petites recherches. Donc n'importe qui, si elle a été déposée le matin, a pu conduire ce véhicule. Donc Jonathan Daval n'avait pas sa voiture entre 10h45, on va dire, et midi et demi. C'est pile poil là où on a fait le jogging, pile poil là visiblement où la mère de Jonathan et Cédric Daval arrivent, où ils se voient, ils se disent 2 mots, on ne sait pas ce qu'ils se disent, au domicile conjugal donc. Et après, vous avez Grégory Gay et Jonathan qui partent dans la voiture de Grégory Gay chez les gendarmes.
faire des petites recherches avant et ils partent chez les gendarmes. Donc c'est juste incroyable. Donc là, la voiture de Jonathan, elle est chez les beaux-parents. Mais c'est juste incroyable. N'importe qui finalement a pu conduire cette voiture ce matin-là. Il s'en est peut-être même pas rendu compte. Sur le moment, quoi. Là aussi, on va revenir sur cette fameuse séquence où on a découvert la famille pour la première fois, donc avec BFM TV, où la famille a fait un appel aux ravisseurs, donc en émettant l'hypothèse que c'était peut-être un enlèvement. Ce qui me trouble là aujourd'hui, c'est que les deux seules hypothèses, donc, c'était l'enlèvement, et on a écarté l'hypothèse du suicide parce qu'elle était en très bonne santé, c'est ce qu'on nous dit. Enfin, elle était en forme. Par contre, c'est que moi j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que les policiers, dans leur enquête, ont vérifié si la famille, ce petit laps de temps avant, même pas 24 heures, j'ai envie de dire, ils ont fait une recherche dans les hôpitaux. Je me mets à la place de ces gens, mais la première hypothèse qui me viendrait à l'esprit, c'est vu qu'elle est partie quand même faire un jogging, c'est ce qu'ils nous disent, donc elle n'a pas ses papiers d'identité, elle n'a pas non plus son téléphone, j'aimerais savoir si on a fait une recherche dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut nous prouver aujourd'hui, avec un listing de relevés téléphoniques, qu'il y a eu cette recherche ? Parce que bon, moi j'ai envie de vous dire, c'est simple, dans les faits, cette jeune femme a pu avoir un malaise, là, elle est peut-être, elle a peut-être eu un accident, c'est quand même l'hypothèse la plus probable à ce moment-là, et imaginons qu'il y ait un automobiliste qui l'ait vue, il l'a emmenée aux urgences, imaginons qu'elle soit inconsciente à ce moment-là, sans papier d'identité et sans téléphone, je vais vous dire, c'est quand même très difficile d'identifier une personne. J'aimerais savoir si la famille a fait cette recherche dans les hôpitaux, parce qu'ils sont allés très vite pour émettre l'hypothèse qu'il y avait eu un enlèvement. Voilà. Disparition inquiétante, ok, mais est-ce que la recherche dans les hôpitaux a été faite ? Dijon, j'ai envie de dire même que donc Besançon, parce que bon, tu ne sais pas, c'était quand même juste un samedi à Grès. Je voudrais voir le listing du relevé de téléphone. Voilà, et ça c'est le premier point, parce que donc cette hypothèse de l'enlèvement à Grès, encore une fois, à ce moment-là, je vais me permettre, mais on n'est pas au courant, c'est pas quand même fréquent que les personnes disparaissent. Grès, j'ai envie de dire, c'est un petit bled, C'est un petit bled. Si les personnes disparaissaient quand même souvent, qu'on émettait cette hypothèse. Mais là, quand même, dans un petit bled, j'ai envie de dire, il n'y a pas de disparition, on vient pas kidnapper des gens. Donc cette hypothèse, aujourd'hui, tout de suite, qu'ils ont tout de suite émise, et c'est la famille, on voit pas Jonathan Daval, c'est bien la famille de la victime, qui a émis cette hypothèse tout de suite, elle est troublante. Elle est troublante. Donc y a-t-il eu une recherche de la part de la famille dans les hôpitaux ? Ça, c'est le premier point. Là, il y a aussi un deuxième point qui est quand même assez intéressant à ce moment-là, c'est que vous pouvez le voir dans le témoignage, on dit qu'elle avait donc... Elle est partie faire son footing, donc avec un short noir et des baskets roses. Bon, c'est la famille, donc, qui donne cet élément. Visiblement, bon, c'est vrai qu'il peut venir de Jonathan Daval, mais on ne le sait pas, c'est eux qui avancent cet élément. Encore une fois, c'est facile de parler pour les gens, mais cette description donc de la tenue de footing, j'aimerais savoir comment la famille est au courant. Puis qu'ils n'ont pas vu là le matin, ils n'ont pas vu Alexia. Il n'y a qu'une personne visiblement qui l'a vu, c'est Jonathan Daval. Mais encore une fois, on l'a jamais entendu le dire. Jamais. C'est que à travers la famille et cette déclaration au policier. Mais à la rigueur, on ne sait même pas si c'est lui qui y a été, en fait, à la police. Je vous rappelle, la mairie tienne quand même les gendarmeries et la police. Donc bon, ceci, c'est quand même difficile à juger. Vraiment. Donc, comment la famille peut savoir que leur fille était habillée et décrire la tenue de jogging alors qu'ils ne l'ont pas vue depuis la veille ? Moi, j'aimerais savoir d'où vient cette description de tenue. C'est quand même juste intéressant. Comment la famille peut être au courant de la tenue de jogging d'Alexia, vu qu'on sait qu'en fait, par la suite, elle n'en a pas fait de jogging. Voilà, elle n'est jamais sortie faire de jogging. Donc c'est intéressant comment les parents, à ce moment-là, ils peuvent donner une description de la tenue de jogging. Parce que c'est facile de dire que ça vient de Jonathan. Encore une fois, on ne l'a jamais vu. Il ne s'est jamais exprimé par lui-même, de manière spontanée, encore une fois. On ne l'a jamais vu avant cette conférence de presse où il a lu un texte. On est quand même dans la maîtrise de la communication de ce jeune homme, qu'on ne reverra après plus jamais,
parler dans la presse qu'à travers son avocat, qui encore une fois a multiplié lui aussi quand même les bourdes, hein, et les fausses déclarations, c'est quand même juste énorme. Dans cette description de tenue donnée par les parents, ce qui est quand même juste interpellant, c'est que donc, on nous dira, enfin leur avocat nous dira que c'est Jonathan qui l'a déshabillée la nuit pour la rhabiller en joggeuse. Et quand Jonathan reviendra sur ses aveux, il dira lui que donc elle était morte, tuée lors de cette soirée raclette, et que visiblement elle était déjà habillée en joggeuse. C'est pour ça en fait que le scénario du jogging s'est très vite imposé, parce qu'elle revenait déjà du sport. Donc elle revenait du sport quand elle est venue pour cette soirée raclette. Ça serait bien que les policiers vérifient comment Alexia était habillée la veille. Il y a bien des gens qui l'ont vue la veille si elle faisait du sport. Ils sont, oui, ces témoins. Bon. Alors ce qui serait bien, c'est de voir si elle était habillée avec cette même tenue la veille. Parce que si elle était habillée avec cette même tenue la veille, les parents, à ce moment-là, ça veut dire que donc, le lendemain, même, ils supposent que leur fille est partie faire un jogging avec la même tenue. Ça voudrait dire qu'elle est donc non seulement elle a passé donc déjà sa soirée raclette après sa séance de sport, ça ne serait pas changé, et donc le lendemain, elle repart faire un jogging avec la même tenue. Ça paraît étrange. C'est comme si ses parents, là imaginons qu'elle soit bien arrivée à la soirée raclette après sa séance de sport, ça je pense qu'on peut le vérifier. Ça paraît quand même très troublant que le lendemain, même si c'est Jonathan qui leur dit qu'elle est habillée en joggeuse et qui leur donne la description de la tenue, qui n'envisage même pas le fait qu'elle se soit changée. Ça paraît vraiment très bizarre. Surtout qu'en plus après, il y a quand même leur avocat qui fait un lapsus, pour moi peut-être révélateur, mais c'est un lapsus, en déclarant que c'est dans la nuit que la jeune femme a été déposée. Alors que visiblement, la voiture de Jonathan Daval a été balisée le matin. Donc ce n'est pas ce que déclare Maître Florent. Maître Florent dit bien que le corps a été déposé la nuit. Alors est-ce que c'est un lapsus révélateur parce que ses clients lui en ont dit plus et que lui a fait son travail en leur posant des questions? Comment il peut se lancer? Donc je déshabille ma femme, je la rhabille en joggeuse, je la mets dans je sais pas quoi, dans un drap, enfin j'ignore, je la transporte au fin fond de la nuit, sans éclairage sauf mes phares, dans les bois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on sait qu'elle est brûlée, peut-être pas par lui, mais enfin j'en sais rien. Mais comment on peut en arriver à ça? Et puis le lendemain, j'appelle les gendarmes, je fais ma petite matinée comme si de rien n'était, je prépare le petit déjeuner, visiblement, presque. J'appelle les gendarmes, je commence à dire je m'inquiète, puis j'y vais, puis depuis 3 mois, je fais le, je sais pas quel mot employer, je fais le veuf pleurer que je suis certainement. Mais c'est intéressant, est-ce que c'est un lapsus de Maître Florent? Et selon nos informations, en fait, il va chercher sa voiture pour la ramener chez lui dans son garage. Et là, il va chercher le corps et il place le corps dans le coffre de sa voiture. Il va attendre le lendemain matin. Donc ensuite, il attend le matin 8h. Il attend le lendemain matin, un peu après 8h, pour remonter dans sa voiture et aller décider d'aller trouver un endroit où déposer le corps de son épouse. Il a dit que finalement, il s'était mis dans un premier temps à rouler sans idée précise. Exactement, sans idée précise. Et puis il va s'arrêter devant ce bois des Moulins. Et ça, les enquêteurs en sont certains parce que sa voiture, qui est une voiture de fonction, est équipée d'une balise GPS. L'entreprise qui l'emploie a effectivement sur toutes ses voitures un système de géolocalisation. Donc les enquêteurs savent très précisément quand est-ce que cette voiture a démarré et ils savent qu'elle a démarré donc à 1h30 au moment où il va la chercher pour la mettre dans son garage et au petit matin. Et donc il dépose le corps de sa femme qui est recouvert donc d'un drap et là on le sait, il dit qu'il n'a pas mis le feu à ce corps et ça reste évidemment à élucider. Parce que ce qu'on peut comprendre à travers ce lapsus, c'est que la jeune femme a bien été déposée la nuit, une première fois. Donc on peut peut-être imaginer qu'elle a été déposée dans la précipitation dans un endroit la nuit, donc, et que une fois qu'on a préparé un petit peu ce scénario du footing et du jogging, d'ailleurs qui prend forme peut-être à partir de 10h45, là dans la journée, ou peut-être même la nuit,
Hein, parce qu'il n'y a pas de recherche la nuit, hein, faut être clair, de ce samedi soir-là. Ils sont donc allés déposer le corps au plus proche du footing de Cédric Daval. C'est vraiment possible. Hein. D'ailleurs, il y a des marques, justement, des marques de déplacement du corps, hein, dans ces blessures. Donc, ça c'est tout à fait possible, hein, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer ce lapsus de Maître Florent. D'ailleurs, on peut aussi remarquer qu'on ne sait absolument pas à quel moment, enfin, on lui a mis cette tenue où elle avait déjà cette tenue de sport, mais c'est tout à fait possible, hein, encore une fois, vu qu'on nous disait que d'ailleurs que la personne qui avait brûlé le corps était vraisemblablement revenue, vu l'état de crémation du corps, on peut totalement imaginer que quand... d'ailleurs, peut-être, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette enquête, c'est vraiment de savoir comment était habillée Alexia la veille. Hein. Vous remarquerez qu'à ce moment-là précis, on n'a même pas son emploi du temps. Hein. Je parle ces dernières heures où elle était en vie. Hein. Alors que bon, on nous a fait des sujets, on peut même pas les compter tellement il y en a. Donc, c'est tout à fait possible qu'on l'ait habillée même en tenue de sport après qu'on ait décidé de ce scénario. Parce que quand on est revenu pour brûler le corps, rien nous prouve aujourd'hui qu'on n'ait pas déshabillé la jeune femme à ce moment-là pour la changer. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Ça pourrait aussi coller. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on sait, visiblement, qu'on est revenu plusieurs fois sur les lieux avant de retrouver la jeune femme. Donc ça, c'est à vérifier aussi. C'est quand même juste intéressant. Donc, est-ce que c'est un lapsus de Maître Florent ? Pourquoi il dit que le corps a été déposé la nuit? Bon, on peut peut-être aussi comprendre que là, la Jonathan Daval, dans ses nouveaux aveux, hein, parce que vous allez voir que pour moi, ses premiers aveux ne valent pas grand-chose, hein, quand on voit dans le contexte dans lequel ils ont été donnés, mais que dans ses seconds aveux, il dit hein, qu'il a donc aidé à transporter le corps. Et lui, il dit qu'ils étaient 2 voitures pour rentrer au domicile conjugal, que la famille ramenait le corps. C'est elle qui avait le corps dans la voiture. D'ailleurs, ce qui est quand même juste énorme, c'est que, parenthèse, à ce moment précis, il n'y a aucun autre véhicule qui a été analysé. Hein. Ils ont bien eu le temps de faire le ménage là aussi. Mais bon, si imaginons que le corps a été déposé avec une autre voiture, hein, ou peut-être qu'elle a été déposée avec la voiture de Jonathan, hein, mais encore une fois, qu'est-ce qui nous prouve que c'est lui qui était au volant? Parce que moi, je le vois pas se maîtriser, ce jeune homme. Mais en attendant, là, dans ses nouvelles déclarations, donc du 27 juin, lorsqu'il dit que c'est lui qui a déposé le corps, je pense que c'est tout à fait possible, en fait, qu'il mente à ce moment-là, hein, parce qu'il est conscient que c'est son frère qu'on va aller chercher. Hein, et vu qu'on le met en pression visiblement avec ça depuis le début, eh ben, il dit que c'est lui qui a déposé le corps, pour donc protéger son frère. Et c'est exactement pour cette raison, à mon avis, qu'il dit qu'il était tout seul, mais qu'il ne reconnaît pas la crémation, parce que, comme je pense qu'il est innocent dans cette affaire, ça doit être trop dur pour lui, beaucoup trop dur de reconnaître quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire la crémation. Déjà qu'il est en train d'endosser peut-être un crime dont il n'est pas l'auteur. Donc, la crémation, il ne peut pas la reconnaître. Hein? C'est exactement pour ça, d'ailleurs, à mon avis, qui dit qu'il a déposé le corps, c'est pour protéger son frère, et il s'arrête là. Voilà. Parce qu'on le met en pression avec ce jogging depuis le début. Et c'est vrai que moi, la première réflexion que j'ai eue, hein, d'ailleurs on le voit dans ma vidéo qui s'appelle Partie 1, que c'est Cédric Daval que je voyais comme suspect depuis le début. Mais comme ils n'ont jamais exploité cet élément alors que tout le monde est au courant, on voit bien que ce jogging a servi à autre chose. Et visiblement à mettre en pression Jonathan Daval. D'ailleurs, on le comprend là. Hein? Parce que pourquoi elle dirait que sa sœur est partie à Grès-la-Ville-Velay? Vu qu'elle connaît pas son parcours, vu que c'est Jonathan qui vit avec elle. Et que le matin, justement, Jonathan, lui, il a donné son parcours habituel, qui est Mantoche. Donc on le voit bien qu'au moment, en fait, où les policiers, parce que c'est exactement à la même heure en plus,
au moment où les policiers diffusent l'annonce de la disparition d'Alexia pour dire qu'elle est partie courir sur le secteur de Grès-la-Ville-Mantoche, t'as la sœur qui publie le même message de disparition, mais c'est pas le même itinéraire. C'est quand même énorme. Et là, on le voit bien qu'elle a juste changé d'itinéraire, ça se voit, hein, parce que en fait, dans le plan là, je pense que c'était juste un moyen de mettre en pression Jonathan Daval pour le tenir, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui ne sait pas mentir, ce garçon, hein, il sait pas se maîtriser. Ouais, il fait que de pleurer depuis le début. Il est effondré, c'est quelqu'un de gentil, on nous a dit, d'effacer dans le couple. Bon. Donc là, on voit bien que Stéphanie, qui parle de Velay, eh ben, ce n'est pas l'itinéraire qu'a donné Jonathan. Ça a permis à partir de 16h ce jour-là de le mettre en pression avec le jogging de son frère qu'il avait publié à 10h45. Et même en même temps de tenir peut-être Cédric Daval, hein, parce que lui, il avait accepté de rentrer, de les aider, entre guillemets, pour aller faire le jogging, voir le temps qu'il faudrait donner. Une fois, je vais vous dire qu'il a vu qu'elle avait publié ce message, en même temps que la police, hein, et qu'elle donnait son parcours à lui, je pense qu'il a vite compris là où on se situait. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être exactement pour ça que lui, à 16h20, donc, même pas une demi-heure après, il diffuse cette annonce. Il la diffuse, il partage ce message sur Facebook. Donc c'était assez incroyable parce que tu avais, en fait, sur Facebook, à ce moment-là, dans cette journée, le jogging de Cédric Daval le matin à 10h45 et la publication partagée de la sœur à 16h20 pour nous dire qu'elle avait disparu bien pile poil là où il avait fait son jogging. Ah mais c'était juste incroyable. Donc je pense qu'il a voulu publier ça, partager ça parce qu'il a bien vu là qu'elle était en train de le coincer. Peut-être. Donc lui, il a assumé finalement pendant un mois qu'il avait fait ce jogging. Tout s'explique. Après, il l'a effacé parce qu'il y avait trop de personnes qui se posaient des questions face à ce jogging. Je voulais revenir aussi sur quelque chose qui m'a troublée. Alors, l'avocat Maître Schwederfer, je voulais quand même juste souligner et le rappeler qu'il a été choisi par Maître Florent. C'est quand même juste énorme. C'est la propre famille qui a choisi l'avocat de la partie adverse. C'est quand même juste énorme. Mais moi, j'hallucine. Ils jouent dans la même cour. Hein, ces deux avocats. Donc c'est quand même juste très étrange. J'ai jamais vu ça dans une affaire de faits divers. Jamais. C'est la première fois. Donc, cet avocat qui, derrière, va multiplier les bourdes dans la défense de son client, hein, c'est juste énorme. Et qui, donc, déclarera, alors ça c'est énorme, allez lire cet article, que le soir des aveux de Jonathan, donc de ses premiers aveux où il dit « oui, c'est moi qui ai tué ma femme », juste avant, son avocat l'a menacé de lui péter la gueule, je cite. Alors, moi, quand je lis ça, non seulement les bras m'en tombent, mais j'ai envie de dire, faudrait peut-être qu'il y ait carrément une association des défenses des droits de l'homme qui mette le nez dans cette affaire. Parce que je n'ai jamais vu un avocat venir mettre en pression son client en le menaçant. Moi j'imagine la scène en garde à vue, hein, avec un avocat qui a une carrure énorme, qui a, c'est clair, de la gueule, avec un Jonathan Daval qu'on a découvert comme étant quand même quelqu'un de très fragile et de faible. Je le vois pas, ce garçon, vous me permettez, hein. Mais d'ailleurs, son avocat le décrit lui-même, limite comme étant une petite fleur bleue, quoi. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai trouvé un garçon désarmant, en pleine détresse et d'une profonde gentillesse. Donc imaginons la scène 2 secondes en garde à vue. Son avocat qui arrive avec cette carrure, qui s'approche de son client, qui est effondré, peut-être qui est dans ce problème, hein, de complot familial. Mais peut-être que en plus, personne ne s'est mis à sa place de savoir que c'est peut-être vrai, hein, ce qu'il a dit après, parce que c'était pas non plus des nouveaux aveux, hein, comme tout le monde. Enfin, c'était une évolution dans son récit où il a dit, en fait, on m'a dit de dire ça. Voilà. C'était pas des nouveaux aveux non plus, c'était vraiment une évolution dans son récit. Et à ce moment-là, je suis désolé s'il y a son avocat choisi par la famille. Je le rappelle, c'est Maître Florent qui a choisi cet avocat, hein, qui arrive dans la garde à vue. Imaginons, hein, que la famille a décidé que cet homme soit le coupable idéal, que là, il arrive, cet avocat arrive en lui disant « Maintenant, si tu dis pas la vérité, je te pète la gueule »,
Non mais ça devait être juste cocasse quand même, cette garde à vue de Jonathan Daval. Donc il a avoué après ça, on le découvre dans cet article, c'est juste énorme. Il a donc avoué après que son avocat l'ait menacé.